votre écran d'abord et cliquez sur partager. On est que c'est bon. Oui, oui, Voilà. bon, c'est bon. Bon, mettez en plein écran maintenant. On était en train de faire des réglages aussi. Voilà, c'est J'espère que bon, vous avez Claude. mon écran. Oui, Oui, merci, merci beaucoup. très bien. Donc, j'ai l'honneur de partager avec vous ces quelques diapositives qui portent sur la gestion des déchets biomédicaux. Et c'est un sujet dont on parle depuis des années, mais malheureusement, les problèmes demeurent. Nous n'avons pas beaucoup évolué. En fait, nous avons évolué, mais quand même, je ne peux m'empêcher de dire que pas plus tard que dans cette semaine-là, j'ai eu l'occasion de visiter un hôpital pour autre chose et j'ai eu l'opportunité de voir un tas de déchets, des immondices de déchets derrière l'hôpital. Et normalement, en 2024, on devrait vraiment dépasser ces types de situations. Et donc, la gestion des déchets biomédicaux, c'est l'organisation et le traitement et l'élimination des déchets en respectant la réglementation en biosécurité, principalement. Mais également, c'est informer sur les risques présentés par ces déchets. Ces déchets sont définis comme des déchets qui sont issus des activités de diagnostic principalement, parce que dans nos laboratoires, nous produisons en fonction de la charge de travail, parfois des centaines de tubes de sang, hein, des déchets mous contaminés, des cotons, etc., sans compter les cultures bactériennes, les cultures virales. Donc, les centres de diagnostic, les laboratoires produisent beaucoup de déchets. Les déchets issus également du suivi et du traitement préventif et curatif des pathologies, que ça soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire. Ces déchets représentent environ, nous avons deux types de déchets, principalement les déchets de type domestique ou déchets ordinaires et les déchets infectieux. Et heureusement que la majorité des déchets que nous produisons est constituée par des déchets de type domestique. 75 à 90% des déchets qui sont libérés au niveau des structures sanitaires sont des déchets de type domestique. Et donc, ces déchets ne posent aucun problème. Il faut juste les éliminer comme les déchets ménagers. Par contre, 10 à 25% des déchets qui sont produits sont les déchets qui sont dangereux et qui nécessitent une attention particulière. Donc, un traitement spécifique pour ces 10 à 25% de déchets, d'une manière générale, classés comme des déchets dangereux. Donc, voilà, ces déchets de type domestique, 75 à 90%, seront pris en charge par les filières, soit par la mairie, en tout cas, qui sont en vigueur au niveau de la ville ou du pays. Par contre, ces déchets dangereux nécessitent un traitement spécifique et nous allons voir tout à l'heure que c'est nous qui produisons ces déchets qui sommes responsables de ces déchets. Les différents types de déchets qu'on rencontre dans l'activité, dans nos activités professionnelles, ce sont les déchets assimilés aux déchets ménagers, je l'ai dit. C'est quoi? C'est les déchets de la restauration et de l'hôtellerie pour les cuisines de l'hôpital, etc. Les services administratifs, mais aussi les déchets d'activités de soins qui ne présentent aucun risque infectieux.
les boîtes contenant les réactifs, les boîtes contenant les médicaments, etc. Ce sont des déchets d'activité de soins, mais qui ne présentent aucun risque infectieux. Encore que dans des laboratoires, par exemple, où il y a un haut risque, où il y a, par exemple, la culture virale, etc., même ces déchets d'activité de soins ne présentant pas de risque sont classés parmi les déchets dangereux. Tout dépend donc du contexte. Les déchets à risque infectieux, à côté des déchets ménagers, sont des déchets qui sont susceptibles de contenir des pathogènes en concentration ou en quantité suffisante pour provoquer une infection. Et dans ces déchets infectieux, on peut lister les déchets piquants coupants que nous connaissons tous, tout ce qui peut piquer ou couper est classé dans les déchets piquants coupants. Le sang et ses dérivés, les poches de sang dans les centres de transfusion, les tubes de sang, mais aussi les dérivés du sang, ça c'est surtout les banques de sang qui parfois préparent des dérivés sanguins. À côté de cela, il y a également les déchets anatomiques pour les services de chirurgie ou alors les services de laboratoire qui utilisent des pièces anatomiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les déchets mous contaminés. Ces déchets mous contaminés ne sont rien d'autre que les compresses ou les cotons qui ont été en contact avec du sang ou bien d'autres liquides biologiques. Et pour les laboratoires, toutes les cultures de bactéries, les cultures de parasites, les cultures de virus rentrent dans ces déchets à risque infectieux. À côté de ces domestiques et de ces déchets à risque infectieux, il y a d'autres déchets où le risque est un risque, par exemple, chimique, comme les médicaments, les réactifs périmés ou les colorants de laboratoire. Ce risque infectieux, on peut l'observer au sein de l'hôpital parce que c'est là-bas que nous produisons ces déchets. Donc, ce sont des réservoirs de germes, ces tubes de sang, ces boîtes, ces poches de sang qui peuvent entraîner des infections à l'intérieur de l'hôpital, soit pour les malades, soit pour le personnel, soit pour les visiteurs. Hors de l'hôpital, on peut également observer ce risque parce que ce sont des déchets qui peuvent être manipulés par des agents de collecte qui sont en dehors de l'hôpital, les agents de transport ou bien ceux qui sont chargés de faire l'élimination de ces déchets. Donc, toutes ces personnes, même si ce ne sont pas des personnels soignants, sont dans le processus de gestion des déchets. Les risques sanitaires, c'est des infections. Infections VIH, infections hépatite B ou C, des infections gastro-intestinales, respiratoires, cutanées, et surtout les fièvres hémorragiques et parfois aussi des intoxications. Il y a également le risque chimique représenté par les médicaments périmés, les colorants de laboratoire, les réactifs de laboratoire périmés, mais aussi il y a aussi les métaux lourds, par exemple les dentistes qui utilisent du mercure, je pense, ou bien des métaux dans l'exercice, et les thermomètres à mercure. Il semble que même ces thermomètres à mercure sont de plus en plus abandonnés. Une fois qu'on ne les utilise plus, malheureusement, il y a des produits chimiques qui peuvent représenter un risque. On n'oublie pas non plus le risque mécanique qui est lié aux déchets piquants coupants principalement, parce que quand il y a une coupure, quand il y a une piqûre, il y a en plus du risque infectieux, le risque mécanique par la coupure ou la déchirure qu'il faudra également prendre en charge. Et aussi le risque psycho-émotionnel, c'est le traumatisme moral subi après une coupure ou une piqûre, surtout quand on suspecte que le produit biologique est contaminé. Si c'est du VIH, c'est vrai qu'il y a un risque psycho-émotionnel et qui est également observé dans les risques sanitaires liés aux déchets d'activité de soins. Le risque radioactif également, c'est un gros risque. Les laboratoires de biologie moléculaire
ou les laboratoires d'imagerie peuvent produire des déchets radioactifs qui doivent également être pris en compte. Principalement des risques infectieux, mais aussi il y a d'autres risques chimiques, psycho-émotionnels et radioactifs. Les personnes qui sont exposées, donc c'est tout personnel de santé, toute personne qui se retrouve dans la structure, mais particulièrement personnel de nettoyage et de collecte. Dans les structures de santé, chaque fois qu'on demande aux responsables des AES, la plupart des accidents observés, c'est surtout avec le personnel de nettoyage et le personnel de collecte. Mais le risque existe également pour les patients et pour le public lorsque les déchets sont transportés en dehors de la structure. Et dans la gestion des déchets biomédicaux, il est important d'avoir toujours en internationaux de l'organisation. Ces principes, c'est numéro un, le principe de précaution. Le principe de précaution qui dit que chaque fois qu'un risque est incertain ou inconnu, la conséquence, c'est qu'il faut planifier les mesures de protection en conséquence. Principe de précaution. Deuxième principe, c'est le principe de responsabilité. Ce principe de responsabilité qui dit que toute personne qui manipule ou gère des substances dangereuses est également responsable de l'application du plus grand soin possible dans leur prise en charge. Ce qui fait que donc, nous qui produisons les déchets, nous sommes responsables, éthiquement. Et enfin, le principe de proximité. Ce principe de proximité nous dit que le traitement et l'élimination des déchets doit être organisé aussi près que possible de l'endroit de production, dans la mesure des possibilités techniques, bien sûr, et des possibilités environnementales. Ce principe de proximité, dans certains cas, est appliqué au niveau des laboratoires, par exemple. Rien qu'un pot contenant de l'eau de javel diluée où nous jetons nos pipettes, par exemple, constitue un respect du principe de proximité. Parce que dès qu'on a fini, on met dans l'eau de javel, il y a déjà une première décontamination avant maintenant l'élimination finale de ce déchet. Chaque fois qu'on a la possibilité de décontaminer, d'incinérer ou d'éliminer le risque infectieux sur place, c'est l'idéal. Mais dans la mesure, bien sûr, des possibilités techniques et environnementales. Le circuit de traitement des déchets, c'est un circuit qui est maintenant connu. D'abord, le tri. Le tri qui est justifié par les quantités de déchets qui sont produits. Comme nous savons que plus de 70% des déchets est constitué par des déchets domestiques, donc on ne peut pas mélanger ces déchets domestiques des déchets infectieux. Parce que dès qu'on mélange 100 kilos de déchets domestiques avec 1 kilo de déchets infectieux, tous ces déchets devraient être éliminés comme des déchets infectieux. Et ces déchets infectieux l'élimination de ces déchets infectieux a un coût. Et donc, on ne les mélange pas. Plus on les mélange, plus l'élimination coûte cher. Déjà, si nous avons des problèmes pour éliminer les 10 à 25% infectieux, une fois qu'on les mélange, si on ne respecte pas le tri, ça, on va multiplier par 100 ou 200 le coût de l'élimination de ces déchets. Donc, le tri est extrêmement important. Après le tri, il faut collecter ces déchets. Ensuite, le stockage, le transport et enfin le traitement, la destruction ou l'élimination finale. Pour le tri, donc,
comme je disais, il faut les séparer. Et on les sépare en types de déchets qui sont produits dans la structure. Les codes couleurs sont utilisés pour faire ce tri afin de faciliter cela à tout le personnel de la structure. Et nous avons ici une décharge en bas. L'image en haut, ce sont les codes couleurs qui sont utilisés avec les poubelles et leurs couleurs. Donc ça, je pense que maintenant, c'est bien connu, même si ce n'est pas toujours très bien appliqué. Et là, en bas, on a une décharge. Là, c'est une décharge, ça, c'est dans un hôpital. Et donc, on voit que tout est mélangé. Aussi bien les déchets infectieux, des déchets domestiques. Et donc, la conséquence, c'est que ces déchets-là, tous ces déchets devraient être traités comme des déchets infectieux, même si tout est mélangé, parce que le tri ne peut plus être fait, sans compter les risques avec les animaux errants qui peuvent venir voilà, chercher à manger dedans, sans compter justement des personnes qui pourraient également vivre. Le tri des déchets, comme j'ai dit, cela permet la réduction. Donc, pour ne garder que ces 10 à 25% à traiter et ne pas les mélanger avec les 70 à 90%. C'est essentiel pour un traitement efficace. Plus la quantité de déchets est petite, plus le traitement est efficace. Donc, ça améliore la protection et on organise ce tri en fonction des méthodes de destruction qui sont choisies par la structure. Des codes couleurs sont utilisés. En général, le jaune est utilisé pour les déchets infectieux. Pour les déchets chimiques et les déchets pharmaceutiques, la couleur brune ou la couleur blanche, et le noir pour les déchets ordinaires. Pour les déchets piquants tranchants, là, ce sont des boîtes de sécurité qui sont utilisées. Les récipients qui sont utilisés pour contenir ces déchets sont des récipients qui sont doublés de sacs plastiques. Et ce n'est pas n'importe quel sac plastique, il faut des sacs plastiques qui ont une 3 pour éviter les déchirures et donc des risques d'accident. Voilà des couleurs qui sont exemple de code couleur pour déchets infectieux. Ici, c'est le rouge qui est choisi, le bleu pour des déchets chimiques, des déchets ordinaires probablement, des déchets chimiques et le blanc pour les déchets ordinaires. Donc, chaque structure est choisie, c'est de plus en plus l'idéal, ce serait de couleurs, codes couleurs qui sont recommandés par l'OMS. Et il faut collecter les déchets et les stocker. Ces déchets sont stockés dans des endroits qui sont dédiés à ce stockage-là, avec arrivée d'eau courante au niveau des lieux de stockage pour faciliter le nettoyage. Et il y a des recommandations par rapport à la quantité de déchets et le stockage des déchets dans les structures. Le traitement des déchets se fait soit par incinération, soit par autoclavage, soit par désinfection chimique ou par irradiation. Et il ne faut pas oublier que lorsque ce sont des déchets anatomiques, la réfrigération et la congélation est utilisée en attendant l'élimination finale des déchets. Et donc, nous avons ici l'exemple d'incinération où, donc là, c'est une incinération, on dirait, de fortune, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un incinérateur, parce que malheureusement, l'incinérateur coûte cher. Et donc, dans les zones reculées, c'est difficile d'avoir un incinérateur. Et donc, voilà ce qui est mis en place pour pouvoir éliminer les déchets. Quand on a les moyens, on achète carrément un incinérateur pour permettre d'utiliser la chaleur
pour éliminer à haute température. L'incinération a ses avantages. L'efficacité de la désinfection n'est pas discutée. Le poids des déchets est réduit parce que c'est réduit en cendres, mais l'incinération a l'inconvénient des gaz toxiques parce que l'incinérateur n'est pas muni d'équipements appropriés. Et malheureusement pour nous, ce sont ces équipements appropriés-là qui coûtent cher. On achète l'incinérateur qui a un coût et il faut à côté acheter l'équipement pour traiter ces gaz toxiques. Et donc, le coût est élevé pour l'incinérateur. L'autoclavage, bon, c'est une technique également qui a ses avantages. Il y a moins d'investissement comme incinérateur et moindre coût. Il n'y a pas d'impact sur l'environnement par rapport à l'autoclavage. Mais l'autoclavage ne convient pas à tous les types de déchets. Les déchets anatomiques, par exemple, ne peuvent pas être autoclavés. Et l'autre inconvénient des autoclaves, c'est qu'il n'y a pas de réduction du volume des déchets, contrairement à l'incinération. Nous avons ici quelques exemples des emballages qui sont utilisés pour la gestion des déchets. Et ici, nous avons les boîtes à aiguilles où nous pouvons également mettre les lames qui sont aussi classées dans les déchets piquants coupants. Là, également, des boîtes à aiguilles de grande capacité qui peuvent également contenir les ampoules en verre et les lames et lamelles pour les laboratoires. Et donc, nous avons ici également des sachets où nous pouvons la mettre ce qu'on a appelé les déchets mous contaminés, les compresses, les cotons, etc., peuvent être déposés dans ces sacs. Pour les déchets ordinaires, donc voilà, ce sont les papiers nominatifs, confidentiels, etc., où nous avons ici ces poubelles, ces sacs noirs, et il ne faut pas oublier que dans nos contextes, il est parfois important pour respecter la confidentialité d'avoir des destructeurs de papier. Pour le cadre institutionnel et réglementaire, au Sénégal, nous avons le décret numéro 2008-1007 du 18 août portant réglementation de la gestion des déchets biomédicaux. Avant ce décret, il y avait beaucoup de lois et des réglementations, mais c'était des lois et réglementations qui étaient assez générales, qui ne visaient pas exactement les déchets infectieux qui sont produits par les structures de santé. Il y a des protocoles de Bamako, protocoles de Bâle, etc. Et des études, quelques études ont été faites. Là, c'est une étude que nous avons eu à réaliser au niveau de l'hôpital FAN, où nous avons évalué la qualité des déchets, mais ça fait longtemps quand même, si je ne me trompe, ça doit être vers 2005, où on s'est rendu compte que 96% du personnel connaissait les types de déchets. 20% seulement du personnel connaissait la réglementation. 29% des personnes enquêtées avaient été victimes au moins une fois d'AES et il y avait un lieu de stockage dans la structure, mais seuls 20% du personnel connaissait l'existence de ce lieu de stockage. L'évaluation quantitative de la gestion des déchets a montré également au niveau du service des maladies infectieuses qu'il y avait un total de 35,1 kg de déchets solides qui étaient produits par lit. Les déchets infectieux, 18,9 kg par jour. Et les déchets liquides, 2,7 litres par jour. Ce qui faisait en moyenne 1,3
kg de déchets par lit et par jour. Et pour les laboratoires, on a essayé également de voir quelle est la quantité de déchets qui était produite, donc 7 kilos pour le laboratoire par jour. 0,3 était infectieux et 2,7 étaient constitués par les déchets. Pour l'évaluation de la biosécurité dans 100 laboratoires, selon la norme ISO 15189, ça doit être vers les années 2010-2011, où on s'est rendu compte que sur 100 laboratoires, 10% possédaient les procédures écrites en biosécurité. Les autres de biosécurité étaient disponibles dans seulement 5 laboratoires. La gestion des déchets piquants coupants était bien respectée dans 70% des laboratoires et aucun laboratoire n'avait un manuel de biosécurité. Et donc, les suggestions, c'est l'acquisition d'équipements et de matériel spécifiques à la gestion des déchets. Parce que c'est vrai que nos structures, nous rencontrons des problèmes pour obtenir, avoir ces équipements. Le matériel. Pour ces équipements, je parlerai de l'incinérateur ou alors du banaliseur, que ce soit dans la structure ou bien hors site. Prévoir des locaux de stockage. On stocke déchets. On produit déjà les stocker par un local de stockage. Carrelé, penser à la vaccination du personnel, sur le personnel qui manipule les déchets d'activité de soins. Et donc, veiller à l'application de la norme ISO 1590 et déclarer les cas d'AES où nous avons les règles de biosécurité qui ne sont pas très bien respectées. Donc voilà, tout est mélangé et donc cela rend la gestion des déchets très compliquée. Comme j'ai dit au début, je pensais que nous avions vraiment dépassé cela, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Depuis plus de 20 ans, on parle de la gestion des déchets, mais jusqu'à présent, le problème demeure. Et donc, il va falloir qu'on puisse savoir où se situe le problème, où se situe le blocage pour nous permettre de régler une bonne fois pour toutes ce problème de la gestion des déchets. Et comme on dit, c'est l'affaire de toute une équipe, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Nous sommes tous responsables et nous devons donc tous nous mobiliser par rapport à cette problématique. Donc, ici, quelques mesures générales de biosécurité, les poubelles appropriées, les signalisations au niveau des lieux de travail, des unités de soins, au niveau des laboratoires et au niveau des espaces d'élimination ou de traitement des déchets. Donc, toujours des exemples avec les codes couleurs pour les séparer. Parfois, on peut utiliser des contenants en plastique, mais des contenants en carton avec une bonne signalisation et des sacs poubelles avec une bonne épaisseur peuvent très bien faire l'affaire. Donc, en conclusion, on peut dire qu'une bonne gestion des déchets par pratique de laboratoire et des pratiques en général de soins. Toutes les étapes du processus sont importantes et doivent être adoptées par tout le personnel. Donc, comme on a dit, c'est un travail d'équipe. Le changement de comportement. Je pense que si on a toujours des situations qui ne sont pas les meilleures, c'est parce que le changement de comportement reste encore difficile. Le matériel de gestion est simple.
disponibles et accessibles, si nous les avons, je pense que la sensibilisation peut aider pour respecter ces normes de biosécurité. Le partage et la rédaction des documents de biosécurité reste également une exigence. Et on travaillera bien sûr toujours selon ses moyens, mais l'essentiel, c'est de veiller à la sécurité et ne pas oublier la nomination du ou des responsables biosécurité et, si c'est nécessaire, un responsable de gestion des déchets. Car de plus en plus, on peut nommer un responsable ou bien nommer une équipe. Et à mon avis, quand on nomme une équipe, on est encore plus productif parce que, voilà, une seule personne ne peut pas tout gérer. On voit par exemple dans une structure où on se dit, voilà, on nomme Rokhaya Diagne responsable qualité. Rokhaya Diagne seul, dans son bureau, et la gestion des déchets, et les AES, etc. Il faut une équipe avec des personnes qui seront responsabilisées au niveau de chaque élément qui devrait être pris en compte dans la gestion des déchets au niveau des structures. Donc, c'est ma dernière diapositive. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, professeur Rokhaya, pour cette belle présentation qui nous édifie sur le chemin et les tâches très immenses à accomplir pour une bonne gestion des déchets. C'est vrai qu'on vous interpelle parce que vous avez une association sénégalaise de sûreté, biosécurité, et à ma connaissance aussi, on avait une agence sénégalaise de biosécurité, donc j'ai supposé qu'il y avait déjà des organes et un manuel ou des manuels élaborés dans ce sens. Quelle est l'interaction entre toutes ces structures avant que je passe la parole aux autres? Parce que quand même, il y avait des moyens qui sont supposés être mis en place par l'État à travers l'agence et je ne sais pas, éventuellement à travers aussi votre association et les différents démembrements. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place avec ces différents organes? Rokhaya. Merci beaucoup, professeur. C'est vrai que nous avons mis en place l'Association sénégalaise pour la biosécurité et la biosureté. Et ce qui nous a motivés, justement, c'est que la situation faisait qu'il fallait que des personnes motivées, des passionnés de la biosécurité et la biosureté se mettent ensemble et pour pouvoir justement réfléchir, travailler et appuyer la biosécurité et la biosureté dans les structures de santé au niveau du pays. Il y a également l'Agence pour la biosécurité. L'Agence pour la biosécurité, nous avons été en contact au début de la mise en place de l'association avec le responsable et ils ont eu quand même à nous convier à des réunions, sur la biosécurité. Mais il faut noter que les activités de l'agence, c'était surtout orienté OGM. Et donc, là, actuellement, il est important que qu'on puisse, dans les activités de l'agence, associer les déchets à risque infectieux. C'est vrai que j'avoue que depuis quand même quelques années, nous n'avons pas encore de connexion avec l'Agence pour la biosécurité. Pour vraiment être honnête, ça fait quand même un bon moment que nous n'avons pas participé à ces activités. Et donc, je ne peux pas dire où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui en matière de biosécurité vu sous l'angle risque infectieux. Mais concernant l'association, nous travaillons actuellement avec surtout l'Organisation ouest-africaine pour la biosécurité, qui nous associe dans les réunions du réseau des laboratoires de la sous-région. Et nous sommes associés également aux formations. Et d'ailleurs, durant le mois de novembre,
l'OAS a organisé une formation certifiante pour permettre vraiment aux membres de l'association et des laboratoires d'être certifiés sur la gestion des déchets. Tout en sachant que l'OAS avait déjà organisé des formations certifiantes, des certifications IFBA. D'abord sur la gestion des risques. Nous avons actuellement 3 à 4 personnes qui sont certifiées IFBA sur la gestion des risques et nous attendons là les résultats de la certification sur la gestion des déchets. Un membre de l'association a été formé et un personnel du laboratoire national de santé publique a également été formé. Il y a d'autres structures qui avaient été également formées sur la gestion des déchets. Donc, voilà ce que je peux dire comme activité. Et il nous faut peut-être présenter l'association au ministère de la Santé pour qu'il y ait plus d'interaction et plus d'activités dans ce sens. Merci. Merci. Merci, Rokhaya. Je vais laisser la parole aux acteurs, aux participants. Parce que quand même, c'est un sujet très important qui nécessite une très belle organisation. Parce qu'avant le traitement, il faut l'organisation. Et ce que je sais, c'est qu'il y avait des efforts qui étaient faits dans le tri et dans la gestion des déchets. Ce que nous n'arrivons pas à faire dans tout le structure. Comment trier, gérer et pré-traiter. Voilà, c'est des activités ou des actions très simples, peut-être sur lesquelles les participants peuvent interagir et aussi que les acteurs dans les structures de santé ou bien même dans les structures de tout court doivent pouvoir gérer. Parce que on le voit à l'extérieur qu'il s'agisse de la gestion des déchets domestiques, mais dans certains hôpitaux de santé, il n'y a pas un bon tri des déchets. Et quand il n'y a pas un bon tri, il est évident qu'il n'y aura pas un bon traitement des déchets. On peut demander, c'est vous, on a fini avec la présentation, on va revenir, l'autre est parti, on va essayer de revenir sur la communauté éco. Si vous avez des questions que vous voulez poser ou interagir. Voilà, donc je vous laisse la parole. Il y a Saliou Elsif là. Merci pour l'information comme ça. On va revenir sur la formation. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, professeur Boy. Merci également à professeur Rokhaya pour cette excellente présentation. Je pense elle a fait des mises à jour qui nous sont très intéressantes, qui nous sont très importantes. Et donc, moi, je pense que le problème se trouve à plusieurs niveaux. Déjà au niveau du personnel sur la connaissance d'abord, mais également il y va de la responsabilité des autorités, des chefs d'établissement, de mettre les conditions. Parce que même si on est bien conscient qu'il faut trier et qu'il faut faire ceci, cela, et que le dispositif ne suit pas, ça va poser également un problème. Donc, je pense que c'est une préoccupation qui intéresse tous les maillons de la chaîne, à commencer par les directeurs d'établissement, les responsables d'établissement, en passant par les chefs de labo, en fait, les chefs de service, parce que c'est des déchets qui sont générés aussi bien au niveau des labos qu'au niveau des services cliniques. Donc, les chefs de service et également le personnel qui sont les utilisateurs. Maintenant, l'autre problème, c'est le tri, l'acheminement et l'élimination. Donc, on n'a pas encore parlé d'élimination parce que pour l'élimination, quand même, il y a certaines conditions qu'il faut respecter, soit une incinération ou bien avoir un banaliseur, brûleur au pire des cas. Mais quand même, je pense qu'on doit faire des formations rapprochées au niveau de toutes les structures pour que le personnel soit bien formé. Parce que le personnel qui génère les déchets est différent du personnel qui achemine les déchets et qui les élimine. Et toutes ces personnes-là doivent être bien formées. Donc, j'ai vu sur le chat quelqu'un qui demande comment faire, quelles sont les informations sur l'association pour la biosécurité, biossûreté. Et je pense que professeur Rokhaya, c'est le moment de donner plus d'informations pour que si on souhaite adhérer à cette association, comment faire et quelles sont les modalités. Voilà, merci. Pour celui qui a juste dans le chat demandé, la formation éco est certifiante. Donc, il y a possibilité, je crois que je verrai tout à l'heure avec Conan,
après 4 sessions, éventuellement qu'il y ait une délivrance d'un certificat, d'une attestation de certification de compétences signée par les différentes universités et acteurs. Donc, avec une possibilité de génération spontanée à partir de la plateforme. Donc, professeur Conan, docteur M. Conan, va tout à l'heure y revenir à la fin de la session. Mais c'est important parce que, au-delà de ce diplôme, ce qui est important, c'est la gestion des déchets. Je crois qu'on a un problème majeur dans nos structures, c'est comment gérer les déchets. Bon, il faut un effort préliminaire, avoir les moyens de tri, avoir les sacs poubelles, avoir les... Bon, maintenant, on fait des efforts dans la gestion des aiguilles et des matériels tranchants. Il y a aussi de plus en plus de sacs spécialisés dans le tri des déchets. Donc, on va faire des efforts en partenariat avec, je crois que c'est le ministère de la Santé à travers l'ADEL, qui donnait la possibilité aux hôpitaux de disposer d'équipements pour la gestion des déchets. Donc, Rokhaya nous a fait une très belle présentation. Nous allons laisser les autres aussi, s'ils veulent intervenir. Il y a bonjour à tous, la présentation du professeur. Vous les aurez, toutes ces présentations seront mises à votre disposition à la fin de la session, soit aujourd'hui, soit une autre fois. Mais par contre, nous souhaitons que vous interagissiez. Si vous avez des questions ou bien des précisions à apporter, le professeur Rokhaya est à votre disposition. Rokhaya, Il y a Madame Sen. vous pouvez fermer votre présentation. Madame Sen, vous avez la parole. Rokhaya, vous pouvez fermer votre présentation. Vous pouvez quitter. Merci, professeur Boy. Je voudrais féliciter le professeur Rokhaya pour cette brillante présentation qui nous éclaire davantage sur la gestion des déchets biomédicaux de manière générale. Moi, ma préoccupation, d'ailleurs, elle l'a évoqué, c'est la gestion des déchets liquides infectieux, le sang. Bon, pour le cas spécifique du Sénégal, dans l'ancien plan de gestion des déchets biomédicaux, les déchets liquides n'étaient pas pris en compte. Qu'il s'agisse donc de ces déchets liquides produits au niveau des laboratoires, d'autres zones techniques à risque infectieux, même la gestion des eaux usées n'était pas prise en charge au niveau du plan de gestion des déchets biomédicaux. Ça, c'est dans l'ancien plan. Maintenant, tout récemment, dans le cadre de la révision de ce plan, la direction de l'assainissement, notre direction a été impliquée. D'accord. Et nous avions quand même aidé la direction de la qualité qui a en charge, qui a le lead de la gestion des déchets biomédicaux au niveau du ministère de la Santé. Nous avons aidé cette direction à prendre en compte les déchets liquides. Parce que nous, dans notre réglementation, c'est-à-dire le code de l'assainissement, la loi 2009, 24 du 8 juillet 2009, tout ce qui concerne les déchets liquides au niveau des hôpitaux a été donc réglementé, c'est légiféré. Malheureusement, dans la mise en œuvre de ce plan, le dernier plan, ce volet n'avait pas été pris en compte. Mais tout ce qui concerne ces déchets liquides infectieux au niveau des hôpitaux, la réglementation sénégalaise est très claire. Malheureusement, dans la pratique, ça n'a pas été quand même pris en charge. C'est dans ce cadre que nous avons un peu aidé la direction de la qualité à prendre en compte cette dimension. Maintenant, dans l'opérationnalisation de ce nouveau plan, c'est un plan de 2025-2028 que nous avons validé la semaine dernière. Dans l'opérationnalisation de ce plan, je pense qu'il serait intéressant quand même qu'il y ait davantage une collaboration entre le professeur Rokhaya, ce que vous avez fait et présenté, et ce que la direction de la qualité a eu comme feuille de route. Pour que dans l'opérationnalisation, pour qu'on puisse au moins avoir des choses beaucoup plus pratiques, parce qu'un plan de gestion, c'est un document de planification stratégique, mais dans l'opérationnalisation, ce que j'ai vu dans votre présentation, pourrait aider quand même à avoir des procédures, des ponts quand même, dans le cadre de la gestion de ces déchets liquides. Voilà donc mon intervention. Et dire également que... Merci, Madame Sen, c'est bien clair. Merci, professeur. Rokhaya, il faut arrêter le partage de votre écran. Parce qu'il a des difficultés pour voir tout le monde. Il y a Elhaj Mamadou Ndiaye, je crois, Elhaj, qui avait levé la main. Merci, Madame Sen. Rokhaya va répondre après. Elhaj, il y avait quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure. Bon, c'était Elhaj Ndiaye, je crois. Ou qui d'autre encore? Alioune Sarr. Elhaj Ndiaye. Alioune Sarr d'abord. Alioune Sarr. Alioune Sarr, vous pouvez prendre la parole. Ouvrez votre micro, Alioune Sarr. Ok, merci beaucoup, professeur.
Donc, moi, je m'appelle Alioune Sarr. Je suis membre de l'équipe 4 du district sanitaire de Guédiawaye, aussi membre du SOIC. En fait, vraiment, la présentation et la formation aussi sont venues à l'heure parce que nous, le mois passé, donc, on a eu à participer à des activités de formation par rapport à cette gestion des déchets biomédicaux. Et même un comité a été mis en place ici au niveau du département de Guédiawaye. Donc, et ce comité est piloté par le médecin-chef du district avec un point focal le point focal du district. Donc, qui sont chargés de piloter tout ce qui est gestion des déchets au niveau du département de Guédiawaye, et bien, en particulier au niveau des structures sanitaires. Donc, en fait, vraiment, je suis très, 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 très ravi de participer à cette formation, vraiment, qui va beaucoup m'aider parce que, bon, dans les années 2013-2017, j'étais le point focal clin au niveau du district sanitaire de Podor. Donc, c'est moi, tout ce qui est chargé de ce qui est avec le Pronalin, la gestion des déchets. Vraiment, et en ce moment, je n'avais pas eu de formation par rapport à à ces activités. Seulement, j'avais la formation initiale d'infirmier d'État, donc avec les modules qu'on a effectués sur la gestion des déchets biomédicaux. Et aujourd'hui, vraiment, je tiens à vous féliciter, vous tous, et à remercier de m'avoir donné l'occasion de participer à cette formation. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi. Il y a Elhaj Mamadou qui a levé la main. Oui, allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, c'est Sonko, c'est moi qui étais avec vous tout à l'heure là. Oui. Oui, bonjour professeur. Moi, je remercie d'abord pour cette présentation brillante et Oui. je pense que pour cette question préoccupante des déchets biomédicaux, je veux amener une contribution pour avoir suivi plusieurs études sur ça. Je pense qu'on a deux aspects importants, c'est les aspects sociaux qu'il faut intégrer parce que nous, on l'a vu quand on faisait une étude au niveau de comment on appelle, de Idrissa Pouye, surtout pour les déchets liés au placenta, donc la gestion des déchets liés donc, oui, au kit de placenta. Souvent, les femmes, après accouchement, demander à les récupérer, etc., pour aller peut-être les enfouir quelque part. Donc, des fois, il y avait ce problème-là. Deuxième aspect aussi que je souhaiterais souligner, c'est par rapport au personnel qui utilisé pour le nettoyage. Et on a constaté que ce personnel-là qu'on utilisait, souvent il y avait des femmes qui étaient formées et puis après formation, elles travaillent quelques jours. Encore, c'est d'autres qui viennent, donc les gens qui sont formés ne suivent pas en fait. Donc, ce qui veut dire que à la fin, donc, on forme des gens qui ne vont pas continuer le suivi le travail. Donc, ce qui veut dire que c'est une formation perpétuelle qu'il faut faire, quoi. Je pense que ça, c'est un aspect très important qu'il faut souligner et qui nous aide vraiment dans le cadre donc, de la perpétuation. Parce que aussi souvent, on vaccine des gens et puis après maintenant, c'est pas eux qui continuent. Donc, et ce suivi-là, il manque. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on doit pouvoir travailler pour gérer vraiment cette problématique. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, professeur. Non, juste pour préciser, ceux qui n'interviennent pas, faire le micro, sinon cela crée des interactions. Il a ouvert son micro en même temps que le professeur Sonko. Utilisateur de Zoom. Il y a de Zoom, il y a un utilisateur de Zoom, on ne sait pas, il n'a pas affiché son nom. Et il était il a fermé, d'accord, c'est bien. Donc là, merci encore Elhaj Mamadou Sonko pour ces précisions. Parce qu'il y a énormément de difficultés, surtout dans la gestion des organes et des produits, des placentas. On a énormément de difficultés. Moi, j'ai fait des mémoires d'R2 avec la géographie. On a fait des propositions au niveau du ministère de la Santé avec l'Université Gaston Berger, mais on a toujours une difficulté récurrente. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait une organisation d'abord au niveau local
pour une meilleure prise en charge des déchets. Parce qu'avant comme je dis, il y a les déchets d'organes, il y a les déchets solides, il y a les déchets liquides, il y a les déchets. Voilà. Donc, il faut un bon tri et une organisation interne des services de qualité et biosécurité au niveau des structures de santé. Il y a maintenant la direction qualité du ministère de la Santé, en partenariat avec les autres ministères, avait créé une direction qualité et sécurité au niveau des structures de santé, qui doit veiller à la formation et à la prise en charge des déchets. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Donc nous avons jusqu'à présent les mêmes difficultés dans la gestion des déchets. Voilà, comme l'a dit Seynabou, il y a beaucoup d'aspects que nous ne pouvons pas développer aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de revenir un peu plus en détail. Qui veut intervenir entre autres? Qui d'autre veut intervenir et avant que Rokhaya ne fasse la synthèse? Qui d'autre? Bonjour, Bon, professeur. professeur Ndiaye, professeur Sonko, merci. Oui, il y a Océane qui peut intervenir. C'est qui ça? Bonjour, professeur. C'est Océane C'est une Finançable. étudiante en médecine à l'UGB. Elle va se présenter. Oui, présentez-vous et vous intervenez. Allez-y, Océane. D'accord. Bonjour, professeur. Bonjour, cher maître. Je suis Océane Zoclan-Clounon, étudiante en D2 de médecine à l'UFR Santé de l'UGB. Merci beaucoup au professeur Kaya pour cette très, très belle présentation. En fait, j'ai deux préoccupations. La première, de savoir comment se fait euh, l'évaluation quantitative des déchets liquides dans notre contexte. Aussi, j'aimerais savoir également quelle technique d'élimination des déchets biomédicaux professeur Rokaya recommanderait entre l'incinération et l'autoclavage au vu des avantages et inconvénients des deux techniques. Et la dernière, j'ai une autre préoccupation aussi par rapport à l'autoclavage. Euh, J'aimerais savoir si c'est possible, après autoclavage, de pouvoir valoriser les déchets qui sont traités. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres interventions? Voilà, donc Rokhaya. Oui, professeur, il y a Sylvie. Donc, je pense que c'est docteur Seb qui veut intervenir rapidement. Qui ça? Oui, bonjour à tous. Je me présente rapidement, hein. Je suis Monsieur Nelson Sibi, Monsieur Ile Sibi. Je suis aujourd'hui, je suis un Sénégalais. Donc, avec certains partenaires, on a ouvert il y a 4 ans, en 2020, une structure qui est spécialisée dans le traitement des déchets biomédicaux. Donc, c'était juste pour parler rapidement en fait de notre expérience. Effectivement, hein, c'est un sujet qui est aujourd'hui qui est qui est une grande préoccupation. C'est pratiquement c'est l'équivalent même, on peut dire, d'un fléau avec des risques environnementaux. J'ai bien aimé la présentation du professeur Okaya qui nous parle en fait vraiment puisque cela fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, nous travaillons avec des structures médicales privées, mais également des structures médicales publiques. On a eu à faire certaines interventions avec le service d'hygiène, notamment dans la prise en charge des boîtes d'aiguilles, des boîtes d'aiguilles issues de la PEV, du programme en fait élargi de vaccination. Et donc, ce sont des problématiques que nous connaissons bien et que nous essayons en fait de résoudre au jour le jour. Il est vrai que au niveau des structures médicales, aussi bien privées que publiques, il y a beaucoup de manquements, notamment au niveau de la formation. Je pense que les différents intervenants, ils sont revenus très largement. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de pouvoir aider les différentes structures, aussi bien publiques que privées, à une meilleure gestion de leurs déchets biomédicaux. Donc voilà, donc tout ce qui est des tri, tout ce qui est effectivement, tout ce qui est du tri, tout ce qui est des emballages,
tout ce qui est des boîtes de sécurité. La principale problématique, c'est que ce sont des intrants en fait qui coûtent très cher. Effectivement, c'est souvent problématique, notamment pour les structures publiques, de pouvoir accéder en fait à ces contenants sécurisés. Je pense que le professeur Rokaya l'a dit lors de sa présentation, le traitement des déchets biomédicaux, effectivement, est quelque chose qui coûte très cher. Et le tri est est vraiment important et la formation au tri est vraiment très importante pour pouvoir optimiser le coût du traitement de ces déchets. Donc, nous aujourd'hui, nous avons une installation qui est installée au niveau de la région c'est dans la région de Sindia, plus précis, dans la région de Thiès, plus précisément dans la ville de Sindia, pas loin sur la route de Popenguine. Donc, on a une installation, on ne fait pas de l'incinération, on fait de la banalisation. Donc, on banalise les déchets biomédicaux avec un équipement industriel d'une capacité de 50 tonnes par an. Et nous disposons également d'une flotte spécialisée pour le transport. Parce que tel que le professeur l'a dit, aujourd'hui, le transport de ce type de déchets doit être totalement sécurisé. Donc, on a des camions qui ont été modifiés spécialement pour pouvoir transporter en fait ce type de déchets. Donc, on a des contacts réguliers avec le ministère de la Santé, également avec le service d'hygiène, que ce soit celui de la région de Thiès ou celui de Dakar. Et donc, ce sont des gens avec qui on communique de manière assez fréquente pour voir comment pouvoir améliorer en fait le traitement des déchets biomédicaux au Sénégal. Donc voilà, merci pour moi. Je ne vous prenais pas plus de temps que ça, mais c'était vraiment vraiment une petite présentation et également faire notre retour d'expérience par rapport à ce que nous vivons sur le terrain au jour le jour. Merci. D'accord, on aura d'autres occasions sur parce que la gestion des déchets est une préoccupation. Je crois que moi-même, j'avais demandé à ce que le Sénégal soit un hub de biosécurité parce que c'était pas calé sur la rame, mais j'avais dit le préalable, c'est d'abord la sécurité. Et je crois que le ministère de la Santé et même les autres partenaires ont bien conscience qu'il faut régler le problème de la gestion des déchets et de la biosécurité. Merci encore pour votre intervention. Nous allons passer la parole à Rokhaya. Vous avez été interpellé par un certain nombre de questions sur les méthodes non seulement d'incinération. Merci beaucoup à M. Sidi. Merci aux intervenants. Rokhaya, je vous repasse la parole. Professeur Rokhaya Diagne. Oui, professeur. Oui. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je remercie tous ceux qui ont pris la parole pour l'intérêt qu'ils ont accordé à la présentation et à la problématique de la gestion des déchets. Des préoccupations ont été formulées. Par rapport aux eaux usées avec Madame Sen, hein, et l'opérationnalisation du plan et de la feuille de route de la gestion des déchets. Et donc, c'est vrai que concernant les liquides biologiques, je remercie Madame Sen de nous donner l'information sur cette réglementation. Et nous sommes vraiment preneurs pour partager et diffuser cette réglementation sur les liquides biologiques parce que nous, ce que nous avons retenu pour les liquides biologiques, c'est de les décontaminer principalement avec l'eau de Javel avant maintenant de les jeter. Donc, il serait important pour nous d'avoir cette réglementation pour voir est-ce que ce que nous faisons, c'est en adéquation avec la réglementation qui est en vigueur. C'est vrai que l'opérationnalisation du plan et de feuille de route avec la cellule qualité également constitue une bonne dynamique. Nous étions en rapport avec Dr Ndella, responsable de la cellule qualité, mais c'est vrai que ce sont des directions où les responsables sont assez chargés. On va la forcer, c'est ma sœur, à venir participer aux activités de l'association
ce qui va nous permettre de renforcer la collaboration avec la cellule qualité, effectivement, qui détient un peu les décisions par rapport à la biosécurité au niveau du pays. Donc, merci, Madame Sen, pour ces informations. Et concernant les aspects sociaux qui ont été également soulignés par Monsieur Sonko, effectivement, il y a les aspects sociaux qui doivent être pris en compte parce que l'état psycho-émotionnel des patients, du personnel de santé constitue également des états qui sont prioritaires. Et les placentas, le problème des placentas demeure dans nos pays. Il est vrai que pour des raisons culturelles, jusqu'à présent, les familles réclament les placentas. Il y a des structures qui les donnent à la famille qui se charge de l'élimination finale. En général, je suppose que c'est l'enfouissement qui est fait. Mais ce problème doit être pris en compte par les responsables de la biosécurité, nos autorités, pour qu'on accompagne au moins cette élimination des placentas. Que le personnel de santé doit être vraiment présent au moment de l'élimination. Si le personnel de santé ne peut pas faire cette élimination finale, que le personnel de santé accompagne cette élimination. En tout cas, des décisions doivent être prises dans ce sens, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y a des placentas qui sont encore remis aux malades. Et ça pose problème. Ça pose vraiment un réel problème. Merci d'avoir souligné cette préoccupation-là concernant ces aspects sociaux. Le personnel de nettoyage qui est dynamique, ça également c'est un problème parce que de plus en plus au niveau des structures, c'est du personnel qui est contracté avec d'autres sociétés, le personnel de nettoyage. Et donc, quand la société change, le personnel change. Et la société peut aussi, dans son personnel, faire tourner le personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une personne au laboratoire, demain une autre personne, quelqu'un en maternité, etc. Alors que les exigences dans les laboratoires diffèrent des exigences en maternité et qui diffèrent des exigences au niveau des urgences. Au niveau de l'hôpital Fann, je me rappelle, nous avions ce genre de personnel de nettoyage qui était privé, mais nous avions demandé à la direction de nous fixer le personnel qui était au niveau du laboratoire. Parce que selon les normes ISO 1589, si on veut être audité, le personnel de nettoyage doit être formé. On forme une personne, au bout d'un mois, cette personne va tourner, on l'envoie en neurologie et on se retrouve avec une autre personne, avec les surcharges de travail que nous avons, ça sera difficile de toujours réactualiser les formations pour de nouvelles personnes. Et donc, ça aussi, c'est un problème. Le laboratoire demande un personnel fixe pour sa spécificité, mais c'est sûr qu'il y a d'autres structures qui demanderont également un personnel fixe. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un personnel de nettoyage statique au niveau des structures de santé et que ce personnel soit formé selon les spécificités du service où il travaille? Je pense que ce serait l'idéal et il va falloir qu'on prenne des décisions par rapport à ça. Sinon, les problèmes, les accidents vont encore se répéter. Concernant l'évaluation, il y a Océane qui a demandé comment se faisait l'évaluation quantitative des déchets liquides. Nous, selon l'étude que nous avons eu à faire, c'était une thèse et on a tout simplement pesé les déchets. Les déchets solides, on avait une balance, on a donc respecter les tri et peser les déchets au niveau de chaque unité. Pour les déchets liquides, également, on a mesuré le nombre de litres. Hein. Il y a des flacons de 1 litre, etc., qui nous permet de les transvaser et de les peser. C'est d'avoir maintenant les quantités de déchets liquides qui étaient produits au niveau des services. Ce n'était vraiment pas compliqué pour faire l'évaluation quantitative. Bon, c'était compliqué parce qu'il fallait une personne
qui va expliquer au personnel et qui viendra à la fin du travail prendre les déchets et faire la quantification. La meilleure technique à utiliser pour l'élimination des déchets, je pense que actuellement, c'est entre l'incinération et la banalisation. Tout en sachant que avec l'incinération, si aujourd'hui on parle de banalisation, qui utilise en général des radiations micro-ondes, qui ne présentent pas d'émissions de gaz toxiques concernant à l'élimination, à l'incinération. L'incinération a comme inconvénient majeur, c'est la production de gaz toxiques. Si on a les moyens d'acheter les équipements nécessaires pour traiter ces gaz toxiques, c'est nickel. L'incinération constitue une très bonne méthode d'élimination finale, d'autant plus qu'il y a une réduction des déchets en cendres. Et une fois qu'on a terminé, ces cendres seront tout simplement enfouies et on ne parle plus de ces déchets. Alors qu'après la banalisation, les déchets qui sont obtenus sont des déchets qui sont maintenant décontaminés, qui sont broyés, c'est vrai, le volume est réduit, mais ça n'a pas la même efficacité que l'incinération en termes de réduction du volume de déchets. Et donc, ces déchets doivent être pris en compte par la filière des déchets domestiques. Voilà un peu comparer ces deux types de déchets. Mais avec la banalisation, il n'y a vraiment pas d'émissions de gaz toxiques. Pour la valorisation des déchets après autoclavage. Après autoclavage, les verres, les tubes de verre, etc., sont récupérés, nettoyés et ensuite stérilisés une deuxième fois avec les fours Poupinel. Mais la valorisation des déchets après l'autoclavage, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, ce n'est pas l'idéal. Parce que si c'est des déchets anatomiques, si c'est des déchets liquides, des liquides biologiques, il semble que l'autoclavage ne pénètre pas à 100% dans les liquides biologiques et les déchets anatomiques. Donc, tout ce qui peut être jeté après autoclavage, il faut les jeter, à part, bien sûr, les récipients qui sont réutilisés, surtout dans les laboratoires. Merci. Monsieur, je ne sais pas si j'ai encore du temps pour continuer ou... Vous avez 5 minutes parce qu'il y a Bissoum qui va intervenir. Après, on est à la fin de la session. Allez-y, 5 minutes. D'accord. Donc, nous avons le problème des intrants qui a également été soulevé par M. Sibi, les coûts et les contenants sécurisés. Et donc, je remercie M. Sibi de nous informer de l'existence de cette société de traitement des déchets. Vous êtes à Sindia, nous, on est à Kies. Donc, ce n'est pas très loin. Donc, si vous pouvez partager les coordonnées pour qu'on puisse, au besoin, vous contacter. Un dernier élément, c'est par rapport à l'association. L'association est ouverte à toute personne passionnée de biosécurité, biosureté. Donc, nous utilisons nos temps libres pour faire de la biosécurité et la biosureté, appuyer, échanger et partager avec les structures qui sont intéressées. Donc, comme toute association, il y a des cartes de membres qui sont à 5 000 francs et 25 000 pour une cotisation annuelle. Et je remercie encore le professeur Dieye de m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer concernant ce sujet qui nous intéresse particulièrement. Et je remercie également le professeur Senabou et merci à tous ceux qui ont participé à cette session. Merci, professeur Rokhaya. Bissoum qui lève la main, qui a une petite contribution. Docteur Bissoum. Oui, merci beaucoup, professeur. Avant tout, je félicite professeur Rokhaya pour cette belle présentation. C'est vrai, peut-être que j'ai raté certaines phases de sa présentation, mais moi, j'aimerais juste savoir comment est organisée cette association, de quel ministère cette association dépend, qui est le lead
Parce que c'est comme si on avait une sorte de duplication. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler du programme de gestion des déchets biomédicaux qui est logé au niveau du ministère de la Santé, géré par la direction de la qualité et de l'hygiène sécurité hospitalière. Je voulais savoir quels sont vos rapports avec cette direction et est-ce que au niveau de l'association, il y a une appropriation du manuel de biosécurité qui est un manuel One Health qui a été élaboré parce qu'actuellement, nous, OMS, nous supportons la direction de la qualité à mettre en œuvre avec le CIOS des activités d'élaboration euh, de l'élaboration des plans de gestion des déchets biomédicaux dans les régions. Toutes les régions du Sénégal sont ciblées. On a même un planning, les activités ont démarré cette semaine et j'aimerais savoir quelle est l'implication de la direction de la qualité par rapport à votre association. Je pense que vous aurez plus intérêt à travailler avec Dr Ndella. Je pense que ce serait une très bonne chose parce que vous allez être sur le plan opérationnel et ce sera la direction stratégique qui va vous permettre le link avec les PTF qui pourront vous appuyer dans l'élaboration de votre activité. Merci beaucoup, professeur, de m'avoir donné la parole. Rokhaya, peut-être vous apporter Rokhaya, professeur Rokhaya. Oui, merci beaucoup, docteur Bissoum, pour ces précisions. Effectivement, je pense que ce qu'il faut comprendre par rapport à l'association, ce sont des volontaires. Ce sont des volontaires qui s'intéressent à la biosécurité et qui pourront appuyer toute structure au niveau national qui en a besoin. Et nous aussi, nous allons appuyer les structures en termes de formation et en termes pour pouvoir en tout cas régler tous les problèmes en termes de biosécurité et de biosûreté au niveau du pays. C'est un appui que nous apportons. L'association a son statut et tout le nécessaire. Et nous avons contacté dès le début la direction qualité. Docteur Ndella, nous nous connaissons très bien. Docteur Ndella, c'est ma soeur. Et donc, je l'ai conviée à plusieurs réunions de l'association. Je comprends, elle est très chargée et c'était un peu difficile. Elle a donné son accord. Elle a donné son accord de principe, mais malheureusement, nous n'avons pas encore eu l'occasion de pouvoir vraiment travailler ensemble et qu'elle participe à nos réunions. Nous pouvons toujours la relancer, moi ça ne me dérange pas. Chaque fois qu'on se voit, on en parle, mais bon, vous savez, ce n'est pas facile, c'est un peu difficile. Et donc, nous avons nos obligations, etc. Mais je précise que concernant l'association, nous sommes des volontaires et ce que nous souhaitons, c'est prendre nos temps libres au profit de la biosécurité et de la biosécurité au Sénégal. Et donc, concernant le manuel, nous sommes invités par la direction des laboratoires. Je pense que le professeur Gay était lead dans la rédaction de ce manuel. Nous avons participé à la rédaction de ce manuel. Les membres de l'association participent à ces activités de biosécurité au niveau du pays. Merci. Merci, professeur Rokhaya, docteur Bissoum, pour ces précisions. Nous avons encore beaucoup de choses à dire sur la biosécurité. C'est vrai que j'ai dirigé avec le professeur Boy l'élaboration pendant toute cette période. Et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas participé activement à l'élaboration du manuel. Mais bon, je crois qu'il suffit d'une bonne organisation dans la mise en œuvre. Nous sommes très forts dans l'élaboration, mais nous avons des difficultés dans la mise en œuvre. C'est un peu le problème. Il y a tellement de documents élaborés, rédigés, intégrant tous les acteurs, mais dès l'instant où on veut opérationnaliser, on a des difficultés. Tu vois, il y a des efforts à faire. Et c'est dans ce domaine-là que l'association, qui est une organisation d'utilité publique reconnue par le ministère de l'Intérieur, c'est comme la SOSEMIC, c'est une association sénégalaise de biosécurité, qui est une organisation qui intègre tous les acteurs qui travaillent ou qui sont proches de la biosécurité et de la biosécurité. C'est bien de partager. Moi, j'ai bien aimé cette présentation sur les déchets biomédicaux. On reviendra plus en large sur l'aspect de la biosécurité et de la biosécurité
passe en revue toute l'organisation et les nouvelles dispositions réglementaires qui sont apportées dans l'organisation de la biosécurité. En tout cas, je suis content que Ndeye Comba, vous voulez dire quelque chose? Professeur Ndeye Comba Touré Kane, vous avez levé la main. Bon, c'est pas grave, je crois que j'ai vu encore une main, c'est pas elle. Ndeye Comba, professeur Ndeye Comba Touré Kane, vous avez la parole pour Oui. peut-être. Oui. Merci beaucoup, professeur. J'ai pris le train en marche. Je suis arrivée un peu vers la fin, mais tout d'abord, je remercie notre sœur, le professeur Rokhaya. C'est une thématique qui peut faire l'objet de plusieurs formations, de plusieurs webinaires. Et comme vous dites, prof, le Sénégal est très fort dans l'élaboration de documents. Mais à chaque fois, quand on arrive à la mise en œuvre, on voit vraiment des problèmes au niveau opérationnel. Alors qu'au niveau opérationnel, ce sont les mêmes acteurs. Il faut qu'on arrive à mettre en œuvre tout ce que nous produisons. Et je voulais dire à Rokhaya, actuellement, ce qui est recommandé vraiment, c'est la banalisation pour éviter l'impact environnemental de l'élimination des déchets. Et après la banalisation, le plus souvent, c'est le broyage qui est recommandé pour la réduction du poids. Et après broyage, maintenant, la valorisation. Beaucoup de choses sont en train d'être faites dans plusieurs pays à partir des déchets biomédicaux. Il faut qu'on essaie de rentrer également dans cette dynamique qui est qui va ouvrir des portes pour les jeunes qui n'ont pas encore d'activité professionnelle. Et ça va créer de l'emploi chez les jeunes. Il faut qu'on arrive à valoriser davantage l'ensemble des déchets que nous produisons. En tout cas, merci encore. Et prof, il faut qu'on en fasse plusieurs webinaires. Merci beaucoup. On va ressortir à Rokhaya, c'est beaucoup de thématiques. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé des placentas, mais j'ai dit, il n'y a pas que les placentas, il y a beaucoup d'organes qui sont surtout en milieu chirurgical et qui doivent être inséminés, qui doivent aussi faire partie des déchets à prendre en compte. Voilà, donc, parce que les déchets, nous, on pense au placenta parce que c'est la gynéco, mais vous allez en milieu chirurgical, il y a des amputations des organes qui ont. Voilà, donc il faut que Rokhaya, nous avons besoin. Nous avons les experts, nous avons les documents, nous avons besoin d'une très bonne mise en œuvre de nos activités, particulièrement dans la gestion des déchets. Encore, nous sommes au terme de notre session de la journée, qui a été une session très riche, une session qui a porté sur, ce matin, nous avons eu la chance d'échanger sur différentes thématiques du One Health. Et à cette fin d'après-midi, grâce aussi à une initiative à la fois du professeur Rokhaya et du professeur Seynabou, de passer en revue les déchets biomédicaux. C'est bien d'en parler parce que quand même, ça fait de nombreuses années que des efforts sont faits, mais il faudrait qu'on fasse davantage parce que c'est des éléments à prendre en compte pour une meilleure gestion de nos hôpitaux. Merci à tous les participants. On rappelle le programme de la journée de demain. On rappelle à la fin, je verrai avec qu'on a la possibilité de certification de ces formes. Merci, professeur, pour cette prise de parole. Nous remercions déjà tous les intervenants qui ont eu à participer à cette session d'aujourd'hui, au professeur Rokhaya pour sa présentation sur la gestion des déchets biomédicaux et à la professeure Seynabou également. Pour la journée de demain, il y aura différentes présentations qui seront effectuées par Dr Bessou, qui est à l'OMS, portant sur la surveillance de la rame, facteur clé glace. Cette présentation sera suivie par une présentation de l'Institut Pasteur portant sur MSF sans frontières antibiotiques, suivi de l'hygiène hospitalière et la prévention des infections associées aux soins, qui sera présenté par le Dr Daniel Diallo, suite de l'exemple de cette application par professeur Luis Fortes, qui est le chef de service de l'hôpital Valédiane dans le cadre de maladies infectieuses,
on va présenter l'exemple de la dame dans la prévention des infections associées aux soins et qui sont un exemple pratique. Donc, on discutera après à la fin de la session. Donc, nous remercions déjà tous qui ont pris leur temps pour se connecter aujourd'hui et suivre cette première journée des activités des émissions scientifiques de la société et invitons tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à se joindre à nous pour cette société. Merci. Il y a possibilité d'inscription. Ceux qui sont plus riches feront des dons ou des legs. Bon, la session démarre demain matin à 9 h. C'est une journée très riche où nous aurons l'expertise de Dr Bissou, de Dr Gaël, de MSF et de professeur Luis Forset. Merci encore une fois pour votre participation active à cette session. Vous pouvez, au besoin, si vous avez des suggestions, des cas pratiques que vous voulez présenter ou des thèmes que vous voulez que l'on développe, que nous développons à travers la session éco, que cela puisse être présenté par des nationaux ou bien ceux qui sont à l'extérieur et qui ont des aspects ou des expériences dans des domaines précis, peuvent éventuellement faire des suggestions de présentation à partir de leur pays. La plateforme est ouverte et peut nous permettre de partager votre expertise. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Reposez-vous bien, revenez demain en forme à partir de 9 h. Merci, je vous remercie. Nous remercions aussi les techniciens qui ont été très disponibles, surtout pour nous accompagner dans la bonne présentation de nos activités en utilisant le webinaire. Merci encore une fois. Passez une bonne fin de journée. Que Dieu vous protège. Revenez en forme, Inch'Allah, demain. Merci. Merci. Merci à vous, professeur. Merci à tout le monde. Allez, merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Merci. Merci, à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à demain.